Je m'appelle Claire, j'ai 40 ans, et si vous me croisiez dans la rue, vous me prendriez probablement pour une femme ordinaire. Une libraire passionnée, mariée à un homme gentil mais un peu distant, vivant dans une petite ville du centre de la France, où les jours s'écoulent doucement, rythmés par le tintement de la cloche de ma boutique et le parfum des vieux livres. Mais derrière ce quotidien paisible, il y a une blessure, une cicatrice invisible qui pulse encore parfois, comme un écho d'une nuit qui a bouleversé ma vie. Une nuit où la peur m'a saisie, où la violence m'a ébranlée, et où le silence de ceux que j'aimais m'a brisé le cœur. Mais je ne vais pas commencer par là. Non, pour comprendre cette histoire, il faut remonter un peu, poser les fondations, comme on assemble les pièces d'un puzzle avant de voir l'image complète. J'ai grandi dans une maison pleine de souvenirs, une vieille bâtisse en pierre que mon père avait achetée pour ma mère avant ma naissance. C'était une maison de campagne, entourée de champs de blé qui ondulaient sous le vent, avec un jardin où les roses de ma mère fleurissaient chaque été. Mon père, Paul, était un homme doux, un professeur de littérature qui nous lisait des poèmes de Baudelaire le soir, sa voix grave résonnant dans le salon. Ma mère, Anne, était tout le contraire, stricte, exigeante, toujours à la recherche de la perfection. Elle voulait que tout soit à sa place, que ses filles soient irréprochables. Ma sœur aînée, Élodie, et moi, nous avons grandi sous son regard scrutateur, mais aussi avec l'amour inconditionnel de notre père. Jusqu'à ce qu'il nous quitte. J'avais 15 ans, Élodie en avait 18, et un accident de voiture a emporté notre père, laissant un vide que rien n'a jamais comblé. Élodie et moi, nous étions proches, mais différentes. Elle était l'aînée, la belle, la charismatique, celle qui attirait tous les regards avec son rire éclatant et ses boucles brunes. Moi, j'étais plus discrète, toujours dans mes livres, observant le monde comme si j'en étais une spectatrice. Nous partagions tout, nos secrets, nos rêves, nos peurs. Mais après la mort de papa, quelque chose a changé. Élodie s'est refermée, comme si une partie d'elle s'était éteinte avec lui. Elle a quitté la maison pour l'université, et moi, je suis restée avec maman, dans cette maison pleine de souvenirs qui devenaient de plus en plus lourds. C'est à cette époque que Marc est entré dans nos vies. Élodie l'a rencontré à l'université, et quand elle nous l'a présenté, j'ai tout de suite senti quelque chose d'étrange. Marc était grand, costaud, avec un sourire qui semblait toujours un peu forcé. Il parlait fort, occupait l'espace, et ses yeux avaient une intensité qui me mettait mal à l'aise. Mais Élodie était amoureuse, éblouie par cet homme qui semblait lui offrir une échappatoire à notre passé douloureux. Ils se sont mariés rapidement, trop rapidement peut-être, et Marc est devenu une présence constante dans notre famille. Maman l'aimait bien, elle disait qu'il était fiable, qu'il saurait prendre soin d'Élodie. Moi, je n'en étais pas si sûre. Il y avait dans ses gestes, dans sa façon de parler, une énergie brute, comme une tempête qui couve sous un ciel clair. Claire, tu es trop méfiante, me disait Élodie quand je lui faisais part de mes doutes. Marc est un peu brut, mais il m'aime. Tu verras, il est juste, passionné. J'y hochais la tête, je souriais, mais au fond de moi, une petite voix me murmurait de rester sur mes gardes. Et cette voix, je l'ai ignorée trop longtemps. Aujourd'hui, ma vie est différente. J'ai épousé Julien il y a 10 ans. C'est un homme calme, un comptable qui aime l'ordre et la routine. On s'est rencontrés dans un café, un jour où j'avais renversé mon thé sur son journal. Il a ri, moi aussi, et ça a commencé comme ça. Julien est un roc, mais parfois, je me demande s'il me voit vraiment. Nos conversations sont souvent pratiques, centrées sur les factures, le dîner, les horaires. Il m'aime, je le sais, mais il y a des jours où je me sens seule, même à ses côtés. Tu travailles trop, Claire, me dit-il souvent en rentrant du bureau, ses lunettes glissant sur son nez. Tu devrais lever le pied, profiter un peu. Profiter de quoi, Julien? Je réponds en riant, mais avec une pointe d'amertume. Les livres, c'est ma vie. C'est vrai. Ma librairie, les pages d'antan, est mon refuge. Chaque matin, quand j'ouvre la porte, le parfum du papier vieilli et du bois ciré m'enveloppe comme une étreinte. Les clients viennent, partent, me racontent leurs histoires. Une vieille dame qui cherche un roman pour son club de lecture, un adolescent qui veut un manga, une femme de mon âge qui me confie, en chuchotant, qu'elle lit des romances pour s'évader d'un mariage qui s'effrite. Je les écoute, je les conseille, et pendant un instant, je me sens utile. Mais quand la nuit tombe et que je ferme la boutique,
les souvenirs reviennent. Cette maison, ces roses, ce silence. Et cette nuit, celle qui a tout changé. J'y revois encore le salon de la maison familiale, avec ses rideaux lourds et son vieux piano que personne ne jouait plus. Élodie venait parfois me rendre visite, toujours avec Marc. Chaque fois qu'il entrait, j'avais l'impression qu'il aspirait tout l'oxygène de la pièce. Il parlait de ses projets, de son travail dans le bâtiment, de l'argent qu'il voulait gagner pour offrir une belle vie à Élodie. Mais il y avait toujours quelque chose dans sa voix, une note discordante, comme un instrument mal accordé. Cette maison, c'est une mine d'or, Claire, m'a-t-il dit un jour, en posant sa main sur la table avec un peu trop de force. Tu devrais la vendre, investir dans quelque chose de moderne. C'est la maison de papa, ai-je répondu, la gorge nouée. Je ne peux pas. Élodie, assise à côté de lui, baissait les yeux, triturant nerveusement son bracelet. Elle ne disait rien, mais je voyais dans son regard qu'elle était partagée. Elle aimait cette maison autant que moi, mais elle ne voulait pas contrarier Marc. Et moi, je ne voulais pas la perdre. Alors, je me taisais, je faisais semblant que tout allait bien. Mais au fond, je sentais que quelque chose se fissurait. Maman est morte il y a 5 ans, emportant avec elle ses exigences et ses silences. Elle nous a laissé la maison, à Élodie et moi, avec une clause dans son testament, nous devions décider ensemble quoi en faire. Pour moi, c'était clair, je voulais la garder, la restaurer, en faire un lieu où je pourrais retrouver les souvenirs de mon père. Élodie, elle, était plus hésitante. Elle parlait d'argent, de dettes, de projets avec Marc. Et Marc? Marc voyait dans cette maison une opportunité, un moyen de financer ses ambitions. Chaque discussion à ce sujet devenait un champ de mine, et je commençais à redouter leur visite. Un soir, alors que Julien et moi dînions dans notre petit appartement, il m'a regardé avec cet air sérieux qu'il prend quand il veut aborder un sujet délicat. Claire, tu devrais parler à Élodie. Cette maison, elle te ronge. Tu y penses tout le temps. C'est tout ce qu'il me reste de papa, ai-je murmuré, les yeux fixés sur mon assiette. Je sais, mais, tu ne peux pas vivre dans le passé. Et Marc, il ne lâchera pas l'affaire. Il avait raison, bien sûr. Mais comment lui expliquer que cette maison n'était pas juste des murs et un toit? C'était mon refuge, mon lien avec une époque où tout semblait possible, où Élodie et moi étions inséparables, où papa nous lisait des poèmes sous les étoiles. Comment lui dire que j'avais peur de perdre ce dernier morceau de mon passé? Ce soir-là, en me couchant, j'ai repensé à Élodie. À son silence, à son regard fuyant. À Marc, à son sourire qui ne montait jamais jusqu'à ses yeux. Et à cette maison, avec ses secrets enfouis dans les murs. Je ne savais pas encore que tout allait basculer, que cette maison deviendrait le théâtre d'une nuit qui changerait ma vie à jamais. Une nuit où la peur me saisirait, où la violence me briserait, et où un simple geste de courage me sauverait. Mais pour l'instant, j'étais encore Claire, la libraire, la sœur, l'épouse. Une femme qui ignorait que le passé qu'elle chérissait allait bientôt se transformer en cauchemar. Je me souviens encore de l'odeur du vin rouge et du poulet rôti qui flottait dans la salle à manger ce soir-là. C'était un samedi, un de ces jours où l'automne peignait les champs autour de la maison familiale en nuances d'or et de rouille. La lumière douce des bougies vacillait sur la table, mais l'atmosphère était tout sauf chaleureuse. Élodie et Marc étaient venus pour le week-end, officiellement pour passer du temps ensemble, mais je savais qu'il y avait autre chose. La maison. Toujours la maison. Ce lieu qui semblait nous lier autant qu'il nous divisait. Ce soir-là, quelque chose s'est brisé, comme un verre qui tombe et dont les éclats ne peuvent jamais être totalement ramassés. C'est là que tout a commencé, que le voile s'est déchiré, révélant la vérité sur ce que j'aimais et sur moi-même. La journée avait été étrange dès le début. Élodie m'avait appelé quelques jours plus tôt, sa voix hésitante au téléphone, ce qui n'était pas dans ses habitudes. Elle avait toujours été si sûre d'elle, si confiante. Mais cette fois, elle semblait nerveuse, presque suppliante. Claire, on doit parler de la maison, m'avait-elle dit. Marc pense qu'il est temps de prendre une décision. On ne peut pas la garder éternellement. Pourquoi maintenant? Avais-je répondu, la gorge serrée. On n'est pas obligé de vendre. On pourrait la rénover, en faire quelque chose. Marc dit que ça coûte trop cher. Et, il a raison, Claire. On a des projets, tu sais. J'avais raccroché, le cœur lourd. Des projets. Toujours les projets de Marc.
Je ne comprenais pas pourquoi Élodie, qui avait aimé cette maison autant que moi, semblait prête à s'en débarrasser comme d'un vieux meuble. Mais j'avais accepté qu'ils viennent, espérant qu'on pourrait trouver un compromis, ou du moins, parler comme avant, comme des sœurs. Quand ils sont arrivés, j'ai tout de suite senti la tension. Marc a franchi la porte d'entrée avec son habituelle assurance, ses bottes claquant sur le parquet usé. Élodie suivait, un sourire crispé sur les lèvres, ses cheveux attachés en un chignon parfait, comme pour cacher son malaise. J'avais préparé un dîner, espérant apaiser les esprits avec un bon repas, comme maman le faisait autrefois. Julien était là aussi, bien qu'il ait passé la journée à éviter Marc, prétextant des dossiers à classer dans son bureau. Ça sent bon, Claire, a dit Élodie en s'asseyant, ses doigts jouant nerveusement avec sa serviette. Tu t'es donné du mal. C'est rien, ai-je répondu, essayant de sourire. Ça fait du bien de vous voir. Marc s'est assis en bout de table, comme s'il présidait. Il a pris une gorgée de vin, ses yeux balayant la pièce, s'arrêtant sur les photos encadrées de papa et maman accrochées au mur. Cette maison, c'est un musée, a-t-il lâché, sa voix rauque. Toute cette nostalgie, ça ne sert à rien. Tu devrais vendre, Claire. Prendre l'argent et vivre un peu. J'ai senti mes joues s'échauffer. Julien, à côté de moi, a posé une main sur mon bras, un geste discret pour me calmer. Marc, c'est plus compliqué que ça, ai-je dit, m'efforçant de garder un ton posé. Cette maison, c'est tout ce qu'il nous reste de nos parents. Elle a haussé les épaules, un sourire en coin. Les souvenirs, ça se transporte, Claire. Pas besoin de s'accrocher à des murs qui s'effritent. Élodie n'a rien dit. Elle fixait son assiette, ses lèvres pincées. J'ai attendu qu'elle parle, qu'elle me soutienne, qu'elle dise quelque chose, n'importe quoi. Mais elle est restée silencieuse, et ce silence m'a fait plus mal que les mots de Marc. Le dîner s'est poursuivi, ponctué de conversations forcées. Julien a parlé de son travail, Marc de ses chantiers, et moi, j'essayais de maintenir une façade de normalité. Mais à mesure que le vin coulait, Marc devenait plus bruyant, plus agressif. Il parlait de l'argent que la vente de la maison pourrait rapporter, de ses projets d'acheter un appartement en ville, de donner une vraie vie à Élodie. Chaque mot était comme une aiguille plantée dans ma poitrine. Puis, il a dit quelque chose qui a tout changé. De toute façon, ta mère gardait des secrets, Claire. Tu le sais, non? Cette maison, elle cache des choses. Des lettres, peut-être. Des trucs qu'elle voulait pas qu'on trouve. J'ai levé les yeux, surprise. Élodie a sursauté, ses doigts crispant la serviette. De quoi tu parles? Ai-je demandé, la voix tremblante. Marc a ri, un rire sec, presque moqueur. Oh, rien de précis. Juste des rumeurs. Ta mère était pas si parfaite, tu sais. Elle avait ses petits secrets. Peut-être un héritage qu'elle a pas partagé. J'ai senti mon cœur s'accélérer. Élodie a enfin parlé, sa voix faible. Marc, arrête. C'est pas le moment. Pas le moment? A-t-il rétorqué, ses yeux brillant d'une lueur étrange. Faut bien que quelqu'un dise la vérité ici. Julien a toussé, mal à l'aise. On pourrait changer de sujet, non? Le dessert est prêt, je vais le chercher. Et elle s'est levée, me laissant seule face à Marc et Élodie. J'ai regardé ma sœur, espérant un signe, un regard qui me dirait qu'elle était de mon côté. Mais elle a baissé les yeux, encore une fois. Ce silence, c'était comme une lame. Après le dîner, Julien est parti se coucher tôt, prétextant une migraine. Marc et Élodie sont restés dans le salon, discutant à voix basse. Je rangeais la cuisine, les mains tremblantes, incapable de chasser les paroles de Marc de mon esprit. Des secrets? Des lettres? Maman avait toujours été si organisée, si contrôlante. Était-il possible qu'elle ait caché quelque chose? Et pourquoi Élodie ne disait rien? Plus tard, incapable de dormir, je suis descendue au salon. La maison était plongée dans l'obscurité, le silence seulement troublé par le craquement du bois et le tic-tac de l'horloge. J'ai allumé une lampe et je me suis dirigée vers le grenier. Si maman avait caché quelque chose, c'était là-haut, dans les boîtes qu'elle nous interdisait de toucher quand nous étions enfants. J'ai grimpé l'escalier étroit, chaque marche grinçant sous mes pas. L'air était poussiéreux, chargé de l'odeur de vieux papier et de bois humide. J'ai trouvé une boîte en métal, rouillée, cachée derrière une pile de cartons. Mes doigts tremblaient en l'ouvrant. À l'intérieur, des lettres, des photos, des documents jaunis.
J'ai pris une lettre, l'écriture fine de maman me sautant aux yeux. Mais avant que je puisse lire, j'ai entendu un bruit derrière moi. Qu'est-ce que tu fais là, Claire? C'était Marc. Sa silhouette massive bloquait la lumière de l'escalier. Ses yeux brillaient dans la pénombre, et sa voix était froide, menaçante. Élodie se tenait derrière lui, pâle, les bras croisés. Je cherchais des affaires de maman, ai-je balbutié, serrant la boîte contre moi. Tu fouilles dans des trucs qui te regardent pas, a-t-il dit, avançant vers moi. J'ai reculé, mon dos heurtant une pile de cartons. Mon cœur battait à tout rompre. Marc, c'est ma maison aussi, ai-je dit, tentant de garder une voix ferme. Il a ri, un rire qui m'a glacé le sang. Ta maison? Tu vis dans le passé, Claire. Tu vas tout gâcher. Il a fait un pas de plus, et avant que je puisse réagir, il m'a poussé. Fort. J'ai trébuché, la boîte tombant au sol dans un fracas métallique. Ma tête a heurté une étagère, une douleur aiguë traversant mon crâne. J'ai entendu Élodie crier, mais elle n'a pas bougé. Elle est restée là, figée, ses yeux pleins de larmes mais incapable de croiser les miens. Élodie, aide-moi. Ai-je murmuré, la voix brisée. Mais elle n'a rien fait. Elle a baissé la tête, et Marc a quitté le grenier, marmonnant quelque chose que je n'ai pas compris. Je suis restée là, à terre, le sang coulant sur ma tempe, la boîte renversée à mes côtés. Les lettres s'étaient éparpillées, et une photo en noir et blanc a attiré mon regard, une femme que je ne connaissais pas, tenant un bébé, avec l'écriture de maman au dos. Sophie, 1980. Ce moment, cette chute, ce silence, c'était le déclencheur. La douleur physique n'était rien comparée à la trahison d'Élodie, à ce regard fuyant qui me hantait. Et cette photo, ce nom, ils ouvraient la porte à un secret que je n'étais pas prête à affronter. Mais une chose était sûre, je ne pouvais plus faire semblant. Quelque chose dans cette maison, dans notre passé, attendait d'être découvert. Et je savais que, quoi qu'il arrive, je ne pourrais plus reculer. Les jours qui ont suivi cette nuit dans le grenier étaient comme un brouillard épais, un mélange de douleur physique et d'un vide émotionnel qui pesait sur ma poitrine. La blessure à ma tempe, un hématome violacé qui me lançait à chaque mouvement, n'était rien comparé à la blessure invisible, le silence d'Élodie. Ce regard fuyant, ces lèvres pincées, cette absence de réaction alors que Marc m'avait poussé, que j'étais tombée, que le sang coulait sur mon visage. Ma sœur, celle avec qui j'avais partagé mes secrets d'enfance, mes rêves sous les étoiles, m'avait laissée seule face à la violence de son mari. Ce silence était une trahison, une lame qui s'enfonçait un peu plus chaque fois que j'y pensais. Et pourtant, malgré la douleur, je ne pouvais m'empêcher de fouiller, de chercher des réponses dans les lettres éparpillées, dans ce nom, Sophie, qui résonnait comme un mystère. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec une migraine lancinante. Julien était déjà parti pour le bureau, laissant un mot sur la table de la cuisine, « Repose-toi, Claire. Appelle-moi si besoin. » Il n'avait pas vu la scène dans le grenier, et je ne lui avais rien dit. Comment expliquer ce que je ressentais? La peur, la colère, la confusion? Julien était un homme rationnel, il aurait voulu des faits, des solutions concrètes. Mais ce que je vivais n'avait rien de rationnel. C'était un chaos d'émotions, un puzzle dont je n'avais que quelques pièces. Élodie et Marc étaient encore dans la maison familiale, à l'étage. Je les entendais discuter à voix basse, leurs murmures traversant les murs épais. Je me suis levée, chaque pas résonnant dans mon corps endolori, et je suis descendue au salon. La boîte en métal était toujours là, posée sur la table, les lettres et les photos à côté, comme des fantômes attendant d'être entendus. Je me suis assise, les mains tremblantes, et j'ai pris une des lettres. L'écriture de maman, fine et précise, contrastait avec le chaos de mes pensées. Ma chère Claire, ma chère Élodie, commençait la lettre. Si vous lisez ceci, c'est que je ne suis plus là. Il y a des vérités que je n'ai pas eu le courage de vous dire de mon vivant. Votre père, il n'était pas l'homme parfait que vous croyez. Je me suis arrêtée, le souffle court. Pas parfait. Papa, avec ses poèmes, ses éclats de rire, ses câlins qui sentaient le tabac et le vieux cuir? J'ai continué à lire, mon cœur battant à tout rompre. Et elle a aimé une autre femme, avant ma mort. Une femme nommée Hélène. Et de cet amour est née une enfant, Sophie. Elle est votre demi-sœur. Les mots dansaient devant mes yeux. Une demi-sœur? Sophie?
La photo que j'avais trouvée, cette femme tenant un bébé, c'était elle? J'ai fouillé dans les autres lettres, cherchant des réponses. Une autre parlait de l'héritage, de l'argent que papa avait mis de côté, mais que maman avait détourné pour protéger la famille. Protéger de quoi? De la vérité? De la honte? Chaque phrase soulevait plus de questions que de réponses, et je sentais une colère monter en moi, contre maman, contre papa, contre Élodie qui savait peut-être quelque chose et ne m'avait rien dit. C'est alors qu'Élodie est entrée dans le salon. Elle portait un pull trop grand, ses cheveux détachés, et ses yeux étaient cernés, comme si elle n'avait pas dormi. Claire, tu vas bien? A-t-elle demandé, sa voix tremblante. J'ai levé les yeux, la lettre encore dans mes mains. La colère et la douleur ont explosé. Tu me demandes si je vais bien? Après ce qui s'est passé hier? Marc m'a poussée, Élodie. J'étais à terre, et tu n'as rien fait. Elle a baissé les yeux, ses doigts triturant nerveusement l'ourlet de son pull. Je ne savais pas quoi faire, Claire. Marc, il était en colère, en colère? Ai-je coupé, ma voix tremblant de rage. Il m'a blessée, Élodie. Et toi, tu es restée là, comme si de rien n'était. Elle a secoué la tête, des larmes roulant sur ses joues. Tu ne comprends pas, Claire. Marc, il a des problèmes. Il est sous pression, avec le travail, l'argent, et ça justifie qu'il me pousse? Qu'il me fasse saigner? Et toi, tu le défends, Élodie, sais-tu, son silence plus assourdissant que n'importe quelle excuse. Je me suis levée, la lettre froissée dans ma main, et je suis sortie du salon, incapable de supporter son regard. Je ne savais pas si je pouvais encore lui faire confiance. Était-elle complice? Avait-elle toujours su pour Sophie, pour l'héritage? Et pourquoi ne m'avait-elle rien dit? De retour dans ma librairie, je me suis plongée dans le travail, espérant que le parfum des livres et les conversations avec les clients apaiseraient mon esprit. Mais la douleur était là, tapie dans un coin de ma tête, et les lettres de maman ne cessaient de me hanter. J'ai caché la boîte dans mon bureau, sous une pile de vieux registres, pour éviter que Marc ne la trouve. Mais je savais qu'il reviendrait, qu'il chercherait quelque chose. Ses paroles au dîner, ses allusions au secret de maman, n'étaient pas anodines. Il savait quelque chose, et ça le rendait dangereux. Quelques jours plus tard, alors que j'étais seule dans la librairie, mon téléphone a sonné. Un numéro inconnu. J'ai hésité, puis décroché. Allô, un silence, puis une respiration lourde à l'autre bout du fil. Laisse tomber, Claire, a murmuré une voix déformée, presque mécanique. Arrête de fouiller. J'ai raccroché, le cœur battant. Était-ce Marc? Quelqu'un d'autre? Je me suis levée, vérifiant que la porte de la librairie était verrouillée. La peur s'insinuait en moi, comme une ombre qui s'étendait. Ce n'était pas seulement la violence de Marc qui m'effrayait, c'était ce sentiment qu'il y avait quelque chose de plus grand, de plus sombre, caché dans les secrets de ma famille. Quand j'ai raconté l'appel à Julien, il a froncé les sourcils, sceptique. C'était peut-être une erreur, Claire. Ou des gamins qui s'amusent. Tu es trop stressé. Julien, ce n'était pas une blague. Ai-je insisté, frustrée par son calme. Quelqu'un sait que je fouille dans les lettres. Quelqu'un veut que j'arrête. Il a soupiré, passant une main dans ses cheveux. Écoute, je sais que tu es secoué par ce qui s'est passé avec Marc. Mais tu ne peux pas voir des complots partout. Parle à Élodie, réglez ça entre vous. J'ai ravalé ma colère. Julien voulait bien faire, mais il ne comprenait pas. Comment pouvait-il? Il n'avait pas senti la main de Marc me pousser, il n'avait pas vu le regard vide d'Élodie. Et il n'avait pas lu ces lettres, ces mots qui remettaient en question tout ce que je croyais savoir sur ma famille. Quelques jours plus tard, je suis retournée à la maison familiale, seule. Élodie et Marc étaient repartis, mais la tension qu'ils avaient laissée derrière eux semblait imprégner les murs. Je suis montée au grenier, déterminée à en apprendre plus. J'ai lu d'autres lettres, certaines écrites par papa, d'autres par maman. L'une d'elles mentionnait un compte bancaire, un fonds que papa avait ouvert pour Sophie, mais que maman avait fermé après sa mort. Pourquoi? Était-ce par jalousie? Par honte? Ou y avait-il autre chose, quelque chose de plus sinistre? Alors que j'étais absorbée par ma lecture, j'ai entendu un bruit en bas. Un craquement, comme une porte qu'on ouvre. Mon cœur s'est arrêté. J'ai éteint ma lampe de poche et me suis figée dans l'obscurité.
Des pas lourds montaient l'escalier du grenier. La porte s'est ouverte, et Marc est apparu, une lampe torche à la main. Qu'est-ce que tu fais encore ici, Claire? A-t-il grondé, sa voix basse et menaçante. C'est ma maison, Marc, ai-je répondu, essayant de cacher ma peur. Qu'est-ce que tu fais ici? Il a avancé, son ombre immense projetée sur les murs. J'ai reculé, serrant une lettre contre ma poitrine. Tu cherches des ennuis, hein? A-t-il dit, ses yeux brillants d'une colère contenue. Tu veux tout détruire, c'est ça? Je veux juste la vérité, ai-je murmuré, ma voix tremblante. Il a ri, un rire froid qui m'a glacé le sang. La vérité? Tu crois que tu peux supporter la vérité? Laisse tomber, Claire. Ou tu vas le regretter. Il a fait un pas de plus, et j'ai cru qu'il allait me frapper. Mais au lieu de cela, il a balayé une pile de cartons, les faisant s'écraser au sol dans un fracas assourdissant. Des livres, des bibelots, des souvenirs de ma mère se sont éparpillés. Il cherchait quelque chose, mais quoi? Les lettres? Autre chose? Il a quitté le grenier sans un mot, me laissant tremblante, entourée des débris de mon passé. Cette nuit-là, j'ai dormi dans la librairie, incapable de retourner chez moi. La peur s'était installée, mais avec elle, une détermination nouvelle. Marc savait quelque chose, et il était prêt à tout pour m'empêcher de le découvrir. Élodie, par son silence, était devenue une étrangère. Et les lettres, elles étaient la clé. Sophie, l'héritage, les secrets de mes parents. Tout était lié, et je devais comprendre comment. Mais à chaque pas que je faisais vers la vérité, l'ombre de Marc grandissait, et avec elle, le sentiment que je n'étais pas en sécurité. Les appels anonymes ont continué, toujours la même voix déformée, toujours le même message, arrête de fouiller. Je commençais à me demander si je n'étais pas en train de perdre la tête, si la douleur et la peur ne me faisaient pas voir des choses qui n'existaient pas. Mais au fond de moi, je savais que c'était réel. Quelque chose dans cette maison, dans ces lettres, menaçait Marc. Et je devais découvrir quoi, même si cela signifiait affronter ma sœur, ma peur, et les secrets qui avaient détruit ma famille. La peur a une odeur. C'est un mélange métallique de sueur et d'adrénaline, une sensation qui vous colle à la peau et s'infiltre dans vos os. Cette nuit-là, seule dans la maison familiale, j'ai senti cette odeur envahir chaque recoin de mon être. Les lettres, les appels anonymes, le silence d'Élodie, les menaces de Marc, tout convergeait vers ce moment, comme si le destin avait décidé que cette nuit serait celle où tout basculerait. J'étais seule, vulnérable, mais quelque chose en moi refusait de céder. Cette maison, ses souvenirs, ses secrets, ils étaient à moi autant qu'à quiconque. Et pourtant, cette nuit-là, j'ai cru que je ne m'en sortirais pas. Les jours précédents avaient été un tourbillon de peur et de détermination. Les lettres de maman, découvertes dans le grenier, avaient ouvert une brèche dans tout ce que je croyais savoir sur ma famille. Une demi-sœur, Sophie, un héritage caché, une vérité que ma mère avait enfouie pour protéger Élodie et moi. Mais protéger de quoi? De la honte? De la douleur? Ou d'autre chose, quelque chose de plus sombre? Marc, lui, semblait savoir plus qu'il ne le laissait paraître. Ses menaces, ses intrusions, ses regards lourds, il était comme un prédateur, attendant le moment parfait pour frapper. Et Élodie, ma sœur, celle qui aurait dû être mon alliée, m'avait abandonné dans son silence, me laissant seule face à la tempête. Ce soir-là, j'avais décidé de retourner à la maison familiale. Julien m'avait supplié de rester à l'appartement, de laisser la police s'occuper de Marc, mais je ne pouvais pas. Pas encore. Les lettres étaient là, et avec elles, les réponses que je cherchais. J'avais besoin de comprendre, de mettre un visage sur ce nom, Sophie, de savoir pourquoi maman avait tout caché. J'avais pris ma voiture, le cœur battant, et je m'étais garée devant la maison sous un ciel d'encre, sans lune pour éclairer mes pas. La maison semblait plus imposante que jamais, ses fenêtres sombres comme des yeux scrutateurs. J'ai respiré profondément, serrant la clé dans ma main, et je suis entrée. L'intérieur était silencieux, trop silencieux. Le tic-tac de l'horloge dans le salon était le seul son, un métronome obsédant qui semblait compter les secondes jusqu'à l'inévitable. J'ai allumé une lampe, sa lumière faible projetant des ombres dansantes sur les murs. J'ai gravi l'escalier menant au grenier, chaque marche grinçant sous mes pas, comme si la maison elle-même me mettait en garde. La boîte en métal était toujours là,
cachée sous une pile de vieux vêtements que j'avais placés pour la dissimuler. Je me suis assise par terre, le bois froid sous mes doigts, et j'ai repris les lettres, cherchant des indices, n'importe quoi qui pourrait expliquer pourquoi Marc était si déterminé à me faire taire. Une lettre, plus ancienne que les autres, a attiré mon attention. L'écriture de papa, moins soignée que celle de maman, tremblait légèrement, comme s'il avait écrit dans la hâte ou l'émotion. Anne, je ne peux plus vivre avec ce secret. Sophie mérite de savoir qui elle est. L'argent que j'ai mis de côté est pour elle, pour qu'elle ait une chance. Ne me force pas à choisir. Les mots m'ont coupé le souffle. Papa avait voulu révéler la vérité, mais maman s'y était opposée. Était-ce pour cela qu'elle avait fermé le compte bancaire? Pour garder Sophie à l'écart? J'ai fouillé davantage, trouvant une photo jaunie, une femme, jeune, souriante, tenant un bébé dans ses bras. Au dos, l'écriture de maman, Hélène et Sophie, 1980. Je n'ai pas entendu la porte d'entrée s'ouvrir. Je n'ai pas entendu les pas lourds sur le parquet. Mais quand une ombre a bloqué la lumière de l'escalier, mon sang s'est glacé. Marc. Il se tenait là, sa silhouette massive remplissant l'embrasure de la porte du grenier, une lampe torche dans une main, un rictus sur le visage. Tu ne peux pas t'arrêter, hein, Claire? A-t-il dit, sa voix basse et menaçante. Toujours à fouiller, à remuer le passé. J'ai reculé, la lettre toujours dans ma main, mon cœur battant si fort que je craignais qu'il l'entende. Marc, sors d'ici, ai-je murmuré, ma voix tremblante. Tu n'as rien à faire ici. Il a ri, un son guttural qui m'a fait frissonner. Rien à faire? Cette maison, cet héritage, ça me concerne autant que toi. Tu crois que je vais te laisser tout gâcher? Il a avancé, ses pas faisant craquer le plancher. J'ai reculé encore, mon dos heurtant une étagère. Des livres sont tombés, un nuage de poussière s'élevant dans l'air. J'ai cherché une issue, mais il n'y en avait pas. Le grenier était un piège, et j'étais coincé. Qu'est-ce que tu veux, Marc? Ai-je demandé, tentant de gagner du temps. L'argent? Les lettres? Dis-moi, il a penché la tête, ses yeux brillants dans la pénombre. Tu penses que t'es maligne, hein? À chercher des secrets qui te dépassent. Sophie, l'héritage, tout ça, c'est fini. Laisse tomber, ou je te fais taire pour de bon. Elle a fait un pas de plus, et j'ai senti la panique m'envahir. J'ai attrapé un vieux vase en verre sur l'étagère derrière moi, le brandissant comme une arme dérisoire. Reste où tu es. Ai-je crié, ma voix brisée par la peur. Mais il n'a pas écouté. En un instant, il m'a saisi par le bras, son emprise comme un étau. J'ai hurlé, me débattant, mais il était trop fort. Il m'a poussé contre le mur, ma tête heurtant le bois avec un craquement. La douleur a explosé dans mon crâne, et j'ai senti un filet de sang couler sur ma tempe. Les lettres se sont éparpillées au sol, comme des feuilles mortes. Tu vas arrêter, Claire, a-t-il grogné, son visage à quelques centimètres du mien. Ou je te jure que, il n'a pas fini sa phrase. À cet instant, j'ai vu Élodie apparaître dans l'escalier, son visage pâle, ses yeux écarquillés. Elle avait dû entendre mes cris, ou peut-être était-elle là depuis le début, cachée dans l'ombre. Marc, arrête. A-t-elle crié, sa voix tremblante. Laisse-la, mais il l'a ignorée, son regard toujours fixé sur moi. J'ai cherché quelque chose, n'importe quoi, pour me défendre. Mes doigts ont effleuré un vieux boîtier mural, un système d'alarme que papa avait installé des années plus tôt, un bouton d'urgence relié à la gendarmerie locale. Je ne savais même pas s'il fonctionnait encore, mais dans un élan désespéré, j'ai appuyé de toutes mes forces. Un bip strident a retenti, brisant le silence du grenier. Marc a sursauté, relâchant son emprise un instant. J'en ai profité pour me dégager, trébuchant sur les cartons, mon souffle court. Élodie était toujours là, figée, les larmes coulant sur ses joues. Elle n'a pas bougé, n'a pas essayé de m'aider. Elle a juste murmuré, « Je suis désolée, Claire », ce murmure m'a brisé le cœur plus que les coups de Marc. Ma sœur, celle qui avait partagé mes rires et mes larmes, était incapable de me protéger. Sa peur, sa faiblesse, me trahissait autant que la violence de son mari. Marc a repris ses esprits, furieux. Tu crois qu'un bouton va te sauver? A-t-il hurlé, avançant à nouveau vers moi. Mais avant qu'il puisse m'atteindre, j'ai entendu des sirènes au loin. Le bouton d'urgence avait fonctionné. La police arrivait.
Marc a juré, jetant un regard noir à Élodie. T'as rien vu, toi, compris? Lui a-t-il lancé. Elle a hoché la tête, tremblante, et j'ai senti une vague de dégoût m'envahir. Les sirènes se rapprochaient, et Marc a dévalé l'escalier, disparaissant dans la nuit. J'étais seule dans le grenier, à bout de souffle, le sang coulant sur mon visage, les lettres éparpillées autour de moi. J'ai ramassé la photo de Sophie, la serrant contre moi comme un talisman. Les gendarmes sont arrivés quelques minutes plus tard. Ils m'ont trouvée recroquevillée, tremblante, incapable de parler. Ils ont posé des questions, pris des photos, noté les dégâts. Élodie était là, en bas, pleurant, mais je ne pouvais pas la regarder. Pas après ça. Ils ont lancé un avis de recherche pour Marc, qui avait disparu. Mais ce n'était pas seulement la violence de Marc qui me hantait. C'était Élodie, son silence, sa complicité. En fouillant à nouveau dans les lettres, j'ai trouvé une dernière pièce du puzzle. Une note de maman, écrite à la hâte: Sophie doit rester un secret. L'héritage est pour Claire et Élodie. Personne d'autre. Tout était clair, maintenant. Maman avait voulu effacer Sophie, effacer la preuve de l'infidélité de papa. Mais pourquoi? Et pourquoi Marc était-il si déterminé à s'approprier cet héritage? Était-il au courant pour Sophie? Cherchait-il l'argent que maman avait caché, cette nuit-là, alors que les gendarmes m'escortaient hors de la maison? J'ai su que rien ne serait plus jamais comme avant. La violence de Marc m'avait brisée, mais le silence d'Élodie m'avait détruite. Pourtant, en appuyant sur ce bouton d'urgence, j'avais fait un choix. J'avais choisi de me battre, de ne pas me laisser engloutir par la peur. Et dans les débris de cette nuit, parmi les lettres éparpillées et le sang séché, j'avais trouvé une vérité: Sophie, ma demi-sœur, était réelle. Et je devais la retrouver. Le silence après la tempête est étrange. Ce n'est pas un silence apaisant, celui d'une maison endormie ou d'une nuit d'été. C'est un silence lourd, chargé des échos de ce qui s'est brisé, des mots non dits, des blessures qui ne guériront peut-être jamais. Après cette nuit dans le grenier, où j'avais cru que tout s'arrêterait, ma vie, mes espoirs, ma foi en ce que j'aimais, j'étais encore là, debout, mais différente. Le bouton d'urgence avait appelé la police, Marc était parti, et Élodie. Élodie m'avait laissé seule, une fois de plus. Mais dans ce chaos, une vérité avait émergé, claire et tranchante comme une lame: Sophie, ma demi-sœur, existait. Et si je voulais comprendre, si je voulais avancer, je devais la trouver. Les jours qui ont suivi étaient un mélange de peur et de détermination. La police avait arrêté Marc le lendemain matin, à quelques kilomètres de la maison familiale. Il s'était caché dans un motel miteux, pensant peut-être qu'il pourrait échapper aux conséquences. Les gendarmes m'ont interrogé pendant des heures, leurs questions précises et froides contrastant avec le tumulte dans ma tête. J'ai raconté la confrontation dans le grenier, la violence de Marc, le silence d'Élodie. Ils ont pris des photos de mes blessures, l'hématome sur ma tempe, les bleus sur mon bras, et m'ont assuré que Marc ferait face à des accusations d'agression. Mais ce n'était pas la justice qui me préoccupait. C'était Élodie. Comment avait-elle pu rester là, immobile, tandis que son mari me menaçait? Comment avait-elle pu choisir le silence? Encore et encore, je suis rentrée chez moi, à l'appartement que je partageais avec Julien, mais même là, je ne me sentais pas en sécurité. Les lettres de maman, que j'avais emportées avec moi, étaient posées sur la table de la cuisine, comme un rappel constant de ce que j'avais découvert. Sophie. Une demi-sœur. Une vérité que maman avait cachée, que papa avait voulu révéler. J'ai pris mon téléphone et j'ai composé le numéro d'un avocat recommandé par un client de la librairie. Si l'héritage mentionné dans les lettres existait, si Sophie avait droit à une part, je devais comprendre mes options. L'avocat, un homme d'une cinquantaine d'années nommé Monsieur Dubois, m'a reçu dans un bureau encombré de dossiers. Il a écouté mon histoire, ses lunettes glissant sur son nez tandis qu'il feuilletait les lettres que je lui avais apportées. Votre mère a bien fermé un compte bancaire après la mort de votre père, a-t-il dit, son ton posé. Mais il semble qu'une partie de l'héritage ait été transférée dans un fonds fiduciaire. Si cette Sophie est bien votre demi-sœur, elle pourrait y avoir droit. Mais pourquoi maman aurait-elle fait ça? Ai-je demandé, la gorge serrée. Pourquoi cacher Sophie? Il a haussé les épaules, un sourire triste sur les lèvres. La honte, peut-être. Ou la peur de perdre le contrôle.
Les secrets familiaux sont souvent plus compliqués qu'ils n'y paraissent. Et elle m'a conseillé de retrouver Sophie, de vérifier son identité avant de prendre des décisions sur l'héritage. J'ai hoché la tête, mais en quittant son bureau, je me sentais plus perdue que jamais. Retrouver Sophie, c'était ouvrir une porte sur un passé que je ne comprenais pas encore. Et Élodie? Devais-je lui parler des lettres, de Sophie, de l'héritage? Une partie de moi voulait la confronter, lui crier ma douleur, mais une autre partie, plus fatiguée, voulait simplement couper les pompons. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un appel d'Élodie. Sa voix était tremblante, presque méconnaissable. Claire, je suis désolée, a-t-elle murmuré. Je ne savais pas quoi faire, dans le grenier. Marc, il me fait peur, parfois. J'ai serré le téléphone, la colère montant en moi comme une vague. Peur? Élodie, il m'a attaqué. Et tu n'as rien fait. Rien, je sais, a-t-elle sangloté. Je voulais t'aider, mais, je ne pouvais pas. Je suis désolée, Claire, je t'en supplie, pardonne-moi. Non, ai-je dit, ma voix froide. Pas maintenant. Peut-être jamais. J'ai raccroché, le cœur lourd. C'était la première fois que je mettais des mots sur ce que je ressentais. Élodie n'était plus ma sœur, pas comme avant. Elle avait choisi Marc, ou du moins, elle avait choisi de ne pas choisir. Et ce choix m'avait brisé. J'ai passé les jours suivants à chercher Sophie. Avec l'aide de l'avocat, j'ai retrouvé une trace d'Hélène, la femme mentionnée dans les lettres. Elle vivait dans une petite ville à 1 heure de route, et après quelques appels, j'ai obtenu son adresse. Mon cœur battait à tout rompre lorsque j'ai frappé à sa porte, une maison modeste entourée d'un jardin fleuri. Une femme d'une 60aine d'années m'a ouvert, ses cheveux gris attachés en un chignon lâche, ses yeux méfiants mais doux. Vous êtes Claire? A-t-elle demandé, après que je me suis présentée. J'ai hoché la tête, incapable de parler. Elle m'a invitée à entrer, et nous nous sommes assises dans un salon encombré de photos et de bibelots. J'ai sorti la lettre de papa, celle qui parlait de Sophie, et je la lui ai tendue. Je crois que vous êtes Hélène. Et Sophie, c'est votre fille? Elle a lu la lettre, ses mains tremblant légèrement. Puis elle a levé les yeux, des larmes brillant dans son regard. Oui, Sophie est ma fille. Et celle de Paul, votre père. Mais je ne savais pas qu'il avait voulu la reconnaître. Elle m'a raconté leur histoire, une liaison brève mais intense, des années avant ma naissance. Papa avait voulu assumer sa responsabilité, mais maman, Anne, avait refusé, menaçant de détruire leur mariage si Sophie était révélée. Hélène avait choisi de s'effacer, élevant Sophie seule, sans jamais lui parler de son père. Sophie a 45 ans maintenant, a dit Hélène. Elle vit à Paris, elle est enseignante. Elle ne sait rien de vous, ni d'Élodie. J'ai senti un mélange d'émotions m'envahir, de la tristesse pour cette sœur que je n'avais jamais connue, de la colère contre maman pour avoir gardé ce secret, et une étrange lueur d'espoir. Sophie existait, elle était réelle. Et peut-être, juste peut-être, elle pourrait être une nouvelle famille. Quelques jours plus tard, j'ai contacté Sophie. Elle a accepté de me rencontrer dans un café à Paris, un lieu neutre, loin des souvenirs oppressants de la maison familiale. Quand je l'ai vue, j'ai eu un choc. Elle ressemblait à papa, avec ses yeux noisettes et son sourire timide. Nous nous sommes assises, maladroites, et j'ai tout raconté, les lettres, l'héritage, la violence de Marc, le silence d'Élodie. Sophie m'a écoutée, ses mains serrant sa tasse de thé, son visage passant de la surprise à la tristesse. Je ne savais rien, Claire, a-t-elle dit, sa voix douce mais ferme. Ma mère m'a dit que mon père était mort quand j'étais bébé, mais elle n'a jamais parlé de vous. Maman, notre mère, elle a tout caché, ai-je murmuré. Mais papa voulait que tu aies une part de l'héritage. Je veux m'assurer que tu l'aies. Sophie a secoué la tête, émue. L'argent, je m'en fiche. Mais toi, et Élodie, vous êtes ma famille. Je ne sais pas comment gérer ça. Nous avons passé des heures à parler, à partager nos vies, nos souvenirs. Sophie était chaleureuse, intelligente, et malgré la douleur de cette découverte, j'ai senti une connexion naître entre nous. Elle était la pièce manquante du puzzle, celle que maman avait voulu effacer. Et en la rencontrant, j'ai senti une force nouvelle en moi, une détermination à réparer ce qui avait été brisé. Mais Julien n'était pas d'accord. Quand je lui ai parlé de partager l'héritage avec Sophie, il s'est crispé, ses lunettes glissant sur son nez. Claire, tu ne la connais même pas. A-t-il dit,
sa voix inhabituellement dure. Cet argent, c'est pour nous, pour la maison, pour notre avenir. C'est aussi pour elle, Julien, ai-je répondu, calmement mais fermement. Elle est la fille de papa. Elle a le droit. Et elle a soupiré, passant une main dans ses cheveux. Tu prends trop de risques. Et Élodie? Elle ne va pas accepter. Élodie a fait son choix, ai-je dit, la gorge nouée. Elle n'est plus ma priorité. Ces mots m'ont fait mal, mais ils étaient vrais. Élodie avait essayé de m'appeler à nouveau, laissant des messages larmoyants, mais je n'avais pas la force de répondre. Pas encore. Peut-être jamais. Marc, quant à lui, était en détention provisoire, en attente de son procès. Les gendarmes m'avaient assuré qu'il ne pourrait plus m'approcher, mais la peur restait, tapie dans un coin de mon esprit. Avec Sophie, nous avons décidé de consulter l'avocat ensemble. Monsieur Dubois a confirmé que le fonds fiduciaire existait toujours, bien que réduit par les années. Il y avait assez pour que Sophie reçoive une part équitable, et j'ai insisté pour qu'elle l'accepte. Ce n'était pas seulement une question d'argent, c'était une façon de réparer ce que maman avait brisé, de rendre justice à la mémoire de papa. Un soir, alors que je triais les dernières lettres dans ma librairie, j'ai trouvé une note de papa, écrite peu avant sa mort. Claire, Élodie, si vous trouvez ceci, sachez que j'ai aimé Sophie autant que vous. Ne laissez pas la peur ou la honte vous diviser. Ces mots m'ont fait pleurer, non pas de tristesse, mais de soulagement. Papa avait voulu nous réunir, et même si c'était trop tard pour lui, je pouvais honorer sa volonté. J'ai décidé de garder la maison familiale, non pas pour l'héritage, mais pour ce qu'elle représentait, un lien avec papa, avec Sophie, avec la vérité. Élodie, dans un dernier message, m'a supplié de lui parler, mais j'ai choisi de me protéger. Peut-être qu'un jour, je pourrai lui pardonner. Mais pas maintenant. Pour la première fois, je me sentais libre, libérée du poids du silence et des secrets. Sophie était devenue une lumière inattendue dans ma vie, et avec elle, je commençais à reconstruire quelque chose de nouveau, quelque chose de vrai. Il y a des moments dans la vie où l'on sent que quelque chose se referme, comme une porte qu'on pousse doucement après un long voyage. Pas parce que tout est résolu, pas parce que la douleur a disparu, mais parce qu'on a trouvé une façon de vivre avec elle, de la porter sans qu'elle nous écrase. Après cette nuit terrifiante dans le grenier, après la violence de Marc, le silence d'Élodie, et la découverte de Sophie, j'avais cru que je ne pourrais jamais me relever. Mais je l'ai fait. Pas d'un coup, pas comme dans les romans où l'héroïne triomphe en un instant. Non, ma reconstruction a été lente, faite de petits pas, de larmes versées en silence, et d'une lueur d'espoir inattendue. Sophie, ma demi-sœur, une étrangère devenue une alliée dans un monde où je me sentais si seule. Les semaines qui ont suivi ma rencontre avec Sophie ont été un mélange de chaos et de clarté. Marc était en prison, en attente de son procès pour agression. Les gendarmes m'avaient assuré qu'il ne représenterait plus une menace, mais je savais que la peur qu'il avait instillée en moi ne disparaîtrait pas si facilement. Chaque bruit dans la nuit, chaque ombre dans la librairie, me faisait sursauter. Mais je refusais de laisser cette peur me définir. J'avais appuyé sur ce bouton d'urgence, j'avais survécu, et maintenant, je devais apprendre à vivre à nouveau. À la maison familiale, ce lieu qui avait été à la fois un refuge et une prison, est devenu mon ancre. J'ai décidé de ne pas la vendre, malgré les objections de Julien. Pour lui, c'était une question d'argent, de logique. Pour moi, c'était une question de mémoire, de racines. Cette maison portait les rires de papa, les roses de maman, et maintenant, les secrets qu'ils avaient laissés derrière eux. J'ai commencé à la rénover, petit à petit, avec l'argent que j'avais mis de côté. J'ai repeint les murs, nettoyé le grenier, et remplacé les vieux rideaux par des tissus clairs qui laissaient entrer la lumière. Chaque coup de pinceau était comme une façon de reprendre le contrôle, de transformer ce lieu de douleur en un espace de guérison. Julien, au début, ne comprenait pas. Un soir, alors qu'on dînait dans notre petit appartement, il a posé sa fourchette, ses lunettes glissant sur son nez. Claire, tu te rends compte du coup ? A-t-il dit, sa voix teintée d'exaspération. Cette maison, elle te ronge. Pourquoi tu t'accroches comme ça ? J'ai pris une profonde inspiration, cherchant les mots justes. Ce n'est pas juste une maison, Julien. C'est mon histoire. C'est papa, c'est Sophie, c'est tout ce que j'ai découvert. Si je la vends, je perds une partie de moi. Elle m'a regardé, ses yeux cherchant les miens,
et pour la première fois depuis longtemps, j'ai vu qu'il essayait vraiment de comprendre. D'accord, a-t-il murmuré. Mais promets-moi de ne pas te perdre là-dedans. Promis, ai-je répondu, un sourire fragile sur les lèvres. Ce moment a marqué un tournant dans notre relation. Julien a commencé à s'impliquer davantage, m'aidant à rénover la maison, écoutant mes souvenirs sans chercher à les rationaliser. Nous avons retrouvé une complicité que je croyais perdue, une tendresse dans les petites choses, un café partagé le matin, une main sur mon épaule quand je me perdais dans mes pensées. Il n'était pas parfait, mais il était là, et c'était assez. Sophie, de son côté, est devenue une présence constante dans ma vie. Nous nous écrivions presque tous les jours, partageant des anecdotes, des photos, des fragments de nos vies. Elle venait parfois à la maison familiale, et ensemble, nous trions les affaires de papa et maman, redécouvrant des souvenirs qui nous rapprochaient. Un jour, alors qu'on rangeait le grenier, elle a trouvé un vieux carnet de poèmes que papa avait écrit. Ses yeux se sont embués en le feuilletant. Il aimait écrire, n'est-ce pas? A-t-elle dit, sa voix douce. Je me demande s'il pensait à moi, parfois. Il pensait à toi, Sophie, ai-je répondu, posant une main sur la sienne. Ces lettres le disent. Il voulait que tu sois reconnue. Elle a souri, un sourire mélancolique. Merci, Claire. Merci de m'avoir trouvé. Ces moments avec Sophie étaient comme un baume sur mes blessures. Elle n'effaçait pas la douleur d'avoir perdu Élodie, mais elle m'offrait une nouvelle famille, une chance de construire quelque chose de beau à partir des débris du passé. Élodie, elle, restait une ombre dans mon cœur. Elle m'avait envoyé plusieurs messages, des lettres même, pleines de regrets et de promesses. Je ne savais pas comment arrêter Marc. J'avais peur. Je t'aime, Claire, donne-moi une chance. Chaque mot me faisait mal, car une partie de moi voulait la croire, voulait retrouver la sœur que j'avais aimée. Mais une autre partie, plus forte, refusait de pardonner. Pas encore. Son silence dans le grenier, son incapacité à me défendre, était une blessure trop profonde. J'ai gardé ses lettres, mais je ne lui ai pas répondu. Peut-être qu'un jour, je pourrais. Peut-être. Un après-midi, alors que je travaillais à la librairie, j'ai repensé à notre enfance. Un souvenir m'est revenu, clair comme une photographie. Élodie et moi, assises dans le jardin de la maison familiale, tressant des couronnes de pâquerettes. Elle riait, ses boucles brunes dansant dans le vent, et me racontait ses rêves de devenir danseuse, de voyager à Paris. À l'époque, elle était ma meilleure amie, mon refuge. Mais ce jour-là, dans le grenier, elle avait choisi Marc, ou du moins, elle avait choisi la peur. J'ai compris, en repensant à ce souvenir, qu'Élodie était peut-être prisonnière elle aussi, prisonnière de sa propre faiblesse, de son amour pour un homme qui la détruisait. Cette pensée m'a adoucie, mais pas assez pour lui ouvrir la porte à nouveau. Et la librairie est devenue mon sanctuaire. Chaque matin, en ouvrant la porte, je sentais le parfum des livres m'envelopper, comme une promesse de renouveau. Les clients, avec leurs histoires, leurs rires, leurs confidences, me rappelaient que la vie continuait. Une vieille dame m'a raconté un jour comment elle avait surmonté la perte de son mari, une jeune femme m'a confié son rêve d'écrire un roman. Leurs histoires me donnaient du courage, me rappelaient que j'étais plus forte que je ne le croyais. Un soir, alors que je fermais la librairie, Sophie m'a appelée. Elle voulait organiser une petite cérémonie dans la maison familiale, une façon d'honorer papa et de marquer notre nouvelle relation. J'ai accepté, émue par l'idée. Nous avons passé une journée à préparer la maison, accrochant des guirlandes de lumière, disposant des bouquets de roses dans le salon, comme maman l'aurait fait. Sophie a apporté un poème qu'elle avait écrit, inspiré par ceux de papa, et nous l'avons lu ensemble, assise près du vieux piano. À Paul, notre père, a-t-elle dit, levant un verre de vin. À la vérité qu'il a voulu nous laisser. À la vérité, ai-je répété, les larmes aux yeux. Ce moment était simple, mais il m'a rempli d'une paix que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. La maison, autrefois un lieu de douleur, devenait un espace de mémoire, de connexion. Sophie et moi, nous étions des étrangères devenues sœurs, liées non par le sang seul, mais par une volonté de comprendre, de guérir. Julien est rentré tard ce soir-là, fatigué mais souriant. Il m'a prise dans ses bras, un geste rare mais sincère. Tu as l'air plus légère, a-t-il dit, caressant ma joue. Je crois que je le suis, ai-je répondu, un sourire timide sur les lèvres. Mais il restait une question, une ombre qui planait, Élodie. Quelques jours plus tard,
une lettre est arrivée à la librairie. L'écriture d'Élodie, tremblante, couvrait une page entière. Claire, je sais que je t'ai fait mal. Je vis avec ce regret chaque jour. Marc était une erreur, mais ma peur m'a aveuglée. Si tu peux, un jour, me donner une chance, je serai là. J'ai lu la lettre plusieurs fois, les larmes brouillant ma vision. Une partie de moi voulait lui répondre, lui dire que je comprenais, que je pouvais essayer de pardonner. Mais une autre partie, celle qui portait encore les cicatrices du grenier, n'était pas prête. J'ai rangé la lettre dans un tiroir, avec les autres, et j'ai décidé de me donner du temps. Cette nuit dans le grenier m'avait appris des leçons que je n'oublierai jamais. J'avais appris à écouter ma peur, mais aussi à la dépasser. J'avais appris que la vérité, même douloureuse, était une lumière qui pouvait guider, même dans les nuits les plus sombres. Et j'avais appris à poser des limites, à me protéger, à choisir qui méritait une place dans ma vie. Sophie m'avait montré qu'une famille pouvait se construire, même après des années de secrets. Et Élodie, peut-être qu'un jour, je pourrais la retrouver. Mais pour l'instant, je devais me reconstruire. En fermant la librairie ce soir-là, j'ai regardé les étoiles à travers la vitrine. Elles brillaient, faibles mais constantes, comme un rappel que la lumière persiste, même après les tempêtes. J'ai allumé une bougie, un geste simple, mais qui portait tout le poids de ce que j'avais traversé. Cette flamme, c'était ma vérité, ma force, ma résilience. Et je savais que, quoi qu'il arrive, elle ne s'éteindrait pas. Il y a des moments dans la vie où l'on sent que tout converge, comme si le chaos des jours passés s'ordonnait soudain pour former une image claire, imparfaite mais belle. Après la nuit qui a bouleversé ma vie, après la violence de Marc, le silence déchirant d'Élodie, et la découverte de Sophie, j'ai appris à marcher à nouveau, à respirer, à vivre. Ce n'était pas une victoire éclatante, pas un conte de fées où tout se termine dans un éclat de lumière. C'était une reconstruction, lente, faite de petits instants de courage et de choix douloureux. Cette maison familiale, autrefois un lieu de peur, est devenue un symbole de ma résilience, et cette histoire, la mienne, est devenue une leçon que je porte en moi, comme une flamme qui refuse de s'éteindre. Quelques mois après l'arrestation de Marc, j'ai décidé d'organiser une cérémonie dans la maison familiale. Ce n'était pas une grande fête, juste un moment simple, intime, pour honorer papa, accueillir Sophie dans nos vies, et clore un chapitre. Sophie m'avait proposé l'idée, et j'avais tout de suite su que c'était la bonne chose à faire. Nous avons passé la journée à préparer la maison, nettoyant les dernières traces de poussière du grenier, disposant des bouquets de roses blanches dans le salon, un hommage à maman, malgré tout ce qu'elle avait caché. Les guirlandes de lumière que nous avions accrochées scintillaient doucement, transformant la maison en un havre de paix, loin de l'obscurité de cette nuit terrifiante. Julien était là, lui aussi, plus présent qu'il ne l'avait jamais été. Ces derniers mois, notre relation s'était transformée. Il avait cessé de rationaliser mes émotions, de minimiser mes peurs. Il m'écoutait, vraiment, et ce soutien m'avait aidé à guérir. Ce jour-là, il m'a aidé à installer une petite table dans le jardin, sous le vieux chêne où Élodie et moi jouions enfants. Il m'a regardé avec un sourire doux, celui qu'il avait lors de notre rencontre, il y a 10 ans. Tu es sûre de toi, Claire ? A-t-il demandé, posant une main sur mon épaule. Cette cérémonie, ça va remuer beaucoup de choses. Je sais, ai-je répondu, ma voix ferme. Mais c'est ce dont j'ai besoin. Pour papa, pour Sophie, pour moi. Il a hoché la tête, et pour la première fois, j'ai senti qu'il comprenait pleinement. Nous avons fini les préparatifs en silence, un silence complice, celui de deux personnes qui apprennent à se redécouvrir. Sophie est arrivée en fin d'après-midi, vêtue d'une robe bleu pâle, ses cheveux noirs tombant sur ses épaules. Elle ressemblait tellement à papa dans la lumière du soleil couchant que j'en ai eu le souffle coupé. Elle portait un petit carnet, celui des poèmes de papa que nous avions trouvé dans le grenier. Elle m'a souri, un mélange de nervosité et d'excitation dans les yeux. Prête ? A-t-elle demandé, sa voix douce mais rassurée. Prête, ai-je répondu, un sourire tremblant sur les lèvres. Nous nous sommes rassemblés dans le salon, avec Julien et Hélène, la mère de Sophie, qui avait accepté de venir. C'était étrange de la voir là, dans cette maison où elle n'avait jamais mis les pieds, mais où son histoire avec papa avait laissé une empreinte indélébile. Nous nous sommes assises autour de la table, les roses blanches au centre, leurs pétales captant la lumière des bougies.
Sophie a ouvert le carnet et a lu un poème que papa avait écrit, des mots simples mais puissants sur l'amour, la famille, et le courage de dire la vérité. À Paul, notre père, a dit Sophie, levant un verre de vin. À la famille qu'il voulait réunir, même si c'était imparfait. À la famille, ai-je répété, les larmes aux yeux. Hélène a ajouté, d'une voix tremblante, à la mémoire de Paul, et à vous, Claire, Sophie, qui portez son héritage. Nous avons bu, un moment de silence suivant, chargé d'émotions. J'ai regardé autour de moi, cette maison qui avait vu tant de douleurs, mais qui, ce soir-là, vibrait d'une chaleur nouvelle. C'était comme si papa était là, quelque part, dans l'odeur des roses, dans le craquement du parquet, dans le sourire de Sophie. Et pour la première fois depuis longtemps, je me suis sentie entière. Mais il manquait quelqu'un. Élodie. J'avais hésité à l'inviter, mon cœur partagé entre la douleur de sa trahison et le souvenir de la sœur qu'elle avait été. Quelques jours avant la cérémonie, une autre lettre était arrivée à la librairie. L'écriture d'Élodie, toujours tremblante, remplissait une page. Claire, je sais que je t'ai blessée. Je vis avec ce regret chaque jour. Marc est parti, et je commence à comprendre à quel point j'ai été faible. Si tu peux, un jour, me laisser une chance, je serai là. Je t'aime. J'avais lu la lettre, encore et encore, jusqu'à ce que les mots se brouillent sous mes larmes. Une partie de moi voulait lui répondre, lui dire que je comprenais, que la peur peut paralyser même les âmes les plus fortes. Mais une autre partie, celle qui portait encore les cicatrices de cette nuit dans le grenier, n'était pas prête. J'ai rangé la lettre dans un tiroir, avec les autres, et j'ai décidé de me donner du temps. La cérémonie s'est terminée par une promenade dans le jardin, sous les étoiles. Sophie et moi avons marché côte à côte, nos pas foulant l'herbe encore humide de la rosée. Elle m'a parlé de son travail, de ses élèves, de sa vie à Paris. Je lui ai raconté la librairie, les clients qui devenaient presque des amis, les livres qui m'avaient sauvée. Nous avons ri, pleuré, et partagé des silences qui disaient plus que les mots. Sophie était devenue ma famille, non pas par obligation, mais par choix, un lien forgé dans la vérité et la résilience. Dès retour à la librairie, j'ai repris mon travail avec une énergie nouvelle. J'ai commencé à écrire, moi aussi, un récit de mon histoire, pas pour le publier, mais pour me libérer. Chaque mot était une étape vers la guérison, une façon de donner un sens à ce que j'avais traversé. Les clients remarquaient mon changement, me disaient que je semblais plus légère, plus rayonnante. Et ils avaient raison. J'avais trouvé une force en moi, une force que je ne savais pas posséder. Un soir, alors que je fermais la librairie, j'ai repensé à Élodie. À ses lettres, à son silence, à l'amour que nous avions partagé. Je me suis assise à mon bureau, une bougie allumée devant moi, et j'ai écrit une réponse. Pas pour l'envoyer, pas encore, mais pour moi. Élodie, tu m'as fait mal, plus que tu ne pourras jamais le comprendre. Mais je sais que tu étais prisonnière, toi aussi. Un jour, peut-être, nous pourrons parler. Pas aujourd'hui, mais peut-être demain. J'ai plié la lettre et l'ai glissée dans le tiroir, avec les autres. Ce n'était pas un pardon, pas encore, mais c'était un pas. Cette nuit dans le grenier, cette peur qui m'avait saisie, m'avait aussi transformée. J'avais appris à écouter mon instinct, à poser des limites, à chercher la vérité, même quand elle faisait mal. J'avais appris que la famille n'est pas seulement une question de sang, mais de choix, de courage, de ceux qui restent à vos côtés quand tout s'écroule. Sophie m'avait montré ça. Julien, à sa manière, aussi. Et Élodie, peut-être qu'un jour, elle pourrait redevenir une partie de ma vie. Mais pour l'instant, j'avais trouvé ma lumière, et je n'allais pas la laisser s'éteindre. Je m'adresse à vous, maintenant, à vous qui écoutez cette histoire. Vous, qui peut-être, avez traversé vos propres nuits de peur, vos propres trahisons, vos propres secrets. Sachez ceci, vous êtes plus forte que vous ne le pensez. Écoutez votre cœur, même quand il tremble. Posez vos limites, même quand elles font mal. Et cherchez votre vérité, car elle est la lumière qui vous guidera, même dans les moments les plus sombres. Allumez une bougie, comme je l'ai fait, et laissez-la brûler. Elle vous rappellera que vous êtes toujours là, toujours debout. Merci d'avoir suivi mon histoire, ici, sur Histoire de tous les jours. Si ce récit vous a touché, si vous voulez entendre d'autres histoires de vie, de courage, de résilience, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube.
Cliquez sur le bouton, activez la cloche, et rejoignez notre communauté pour ne manquer aucune de nos vidéos. Ensemble, continuons à partager ces histoires qui nous rappellent que, même après la nuit la plus sombre, la lumière revient toujours.